Alors, on va analyser différents candidats de l'élection présidentielle française. On va s'attarder principalement sur ces informations. Stéphane, on va passer en revue Mélenchon, Hamon, Macron, Fillon et Marine Le Pen. Leur point de vue aussi sur le conflit israélo-palestinien, des sujets qui intéresseront également la communauté juive en France, qui vont voter à partir de dimanche. Stéphane, je vous propose de commencer par le plus à gauche de nos candidats. Il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Hier, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, a appelé les juifs français à aller voter et surtout à faire barrage aux extrêmes. Ils appellent donc à voter contre le Front National, mais également contre Jean-Luc Mélenchon. Stéphane, on a vu beaucoup de sujets, de posts, d'articles partagés, notamment sur les réseaux sociaux. Certains traitent Jean-Luc Mélenchon d'antisémite. Est-ce que vous iriez jusque-là, vous, Stéphane ? Non, je pense pas que Mélenchon soit antisémite. Je pense pas d'ailleurs qu'il y ait de candidats antisémites à cette élection. Si vous voulez, à gauche ou même dans le Parti socialiste, Jim, il y a deux courants. Il y a un courant radical, révolutionnaire, qui n'est pas sorti de la lutte des classes. On est d'ailleurs surpris de retrouver ce courant en 2017. On croyait qu'il avait disparu de nos écrans radars. Et c'est une résurgence. Je pense pas qu'il existe encore dans beaucoup d'autres pays européens. Et puis il y a le courant gestionnaire, le courant qui veut améliorer le quotidien des Français, qui s'occupe autant des ouvriers, des employés que des patrons, mais qui reste dans le sillon capitaliste. Il est représenté par des individus comme Valls, Hollande et Moscovici. Alors effectivement, le plus à gauche de tous, qui appartient donc au premier courant, le courant radical et révolutionnaire, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais il faut aussi que nos auditeurs sachent que Mélenchon, il était avec Hamon et même Macron dans divers groupuscules, lobbies au sein du Parti socialiste. Donc ce sont des gens qui se connaissent très bien et à part en désaccord au sujet de l'Union européenne et du fait de savoir s'il faut la quitter quand et comment, les différences entre Benoît Hamon et Mélenchon ne sautent pas vraiment à l'œil. Alors, un des filtres de leur comportement, et ce qui va probablement aider à se décider un nombre de Français, c'est effectivement leur regard sur Israël. Alors, d'abord Mélenchon, donc c'est l'ennemi du grand capital, l'ennemi des banques, de la finance. Il le dit là, c'est pas un adversaire, c'est un ennemi. J'ai bien suivi son meeting à Marseille, et puis il leur a déclaré la guerre. Donc il fait son beurre, lui, il attire les gens qui ont la haine du grand capital. Stéphane, entendu, justement, Jean-Luc Mélenchon, lors de son meeting à Marseille, s'est exprimé sur le conflit israélo-palestinien, non ? Stéphane ? Là, je vous ai un peu perdu dans la question. Ah oui, non, Stéphane, ce que je vous demandais, c'est Jean-Luc Mélenchon, durant son meeting à Marseille, dans son discours, il s'est exprimé sur le conflit israélo-palestinien, non ? Ouais, tout à fait, effectivement. Alors, son point de vue, c'est le point de vue le plus extrême anti-palestinien. On a des candidats qui sont en gros opposés. On va pas parler d'antisémitisme ni d'antisionisme là. On va dire, il y a des candidats qui sont opposés aux Israélites et il y a des candidats qui sont opposés aux Israéliens et il y a des candidats qui sont opposés aux deux. Alors Mélenchon, il est opposé aux deux. Il soutient le BDS, donc le courant de boycott d'Israël. Il exige la ratification par Israël de l'accord de non-prolifération des armes nucléaires, c'est-à-dire qu'il veut déposséder Israël de son joker, de ce qui lui assure sa sécurité à long terme. Il est terriblement anti-CRIF. Pour lui, le CRIF, c'est un lobby de pression pro-israélien sur le gouvernement français. Et puis ce qui m'a fait le plus rire, je crois que c'était justement à ce meeting de Marseille, c'est que ce qu'il insupporte le plus dans la politique israélienne, c'est les bombardements sur les ports et les aéroports de Gaza, Jim. Le seul petit problème, c'est que justement, à Gaza, il n'y a ni port ni aéroport. Donc on aurait bien du mal de les bombarder. Mais ça démontre aussi la superficialité de la compréhension de la plupart de ces candidats qui pensent plus à recueillir des voix qu'à établir une politique réelle, peut-être à part dans le domaine social
et économique. Stéphane, Pour justement, Mélenchon, pour conclure sur Jean-Luc Mélenchon, je vous propose d'écouter, c'est très bref, une vingtaine de secondes, c'est un extrait d'un de ses discours qu'il tenait lors de l'université du Front de gauche. C'était en 2014, ça date, mais ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. On écoute ça avec vous, on vous reprend dans 20 secondes, Stéphane. Je voudrais dire au CRIF que ça commence à bien faire. Les balayages avec le rayon paralysant qui consiste à traiter tout le monde d'antisémite dès qu'on a l'audace de critiquer l'action d'un gouvernement. Il y aurait donc un seul et unique gouvernement au monde, qu'il soit de gauche ou d'extrême droite, qu'aucun d'entre nous n'aurait le droit de critiquer sans être aussitôt accusé de racisme. C'est insupportable. Nous en avons assez, je veux vous le dire. J'en ai assez de voir que vous m'accusiez d'antisémitisme. Voilà, on comprend que les tensions entre le CRIF et Jean-Luc Mélenchon remontent déjà il y a quelques années. Stéphane, je sais que c'est compliqué, mais je vais vous demander d'être très bref si vous voulez réagir là-dessus, parce qu'on a encore 4 autres candidats à analyser. non, je veux pas réagir là-dessus. Je crois que on en a parlé. Et vraiment, c'est pas de l'antisémitisme. Puis il y a un point que j'aimerais ajouter, alors très brièvement, qui est très intéressant. D'après des gens qui l'ont côtoyé, notamment dans sa période africaine et qui connaissent plus ou moins sa famille, il y a quand même 70-80% de chances que non seulement Mélenchon soit franc-maçon, ça on le sait, c'est un petit peu quand même bizarre pour un type d'extrême gauche, mais qu'il ait des origines juives. On parle d'un cas à même peut-être en demi. Alors il est très discret là-dessus, mais c'est plus que probable. Donc l'accusation d'antisémitisme, non, mais il est opposé à Israël et il est opposé à l'organisation communautaire des Juifs en France et en Europe. Voilà, c'est important de préciser. Il y a beaucoup de choses qui tournent sur les réseaux sociaux. Stéphane, on va passer à Benoît Hamon. On va peut-être pas trop s'attarder sur le candidat du PS parce qu'on en a déjà parlé un peu avec vous. Mais voilà, le candidat du PS, lui, s'exprime assez régulièrement sur le conflit israélo-palestinien et il est plutôt assez clair dans ses idées, non? Ouais, il est assez clair dans ses idées, mais aussi, je reviens sur ce que je viens de dire. Ces idées, c'est pas forcément justement des opinions tranchées. Pour tous ces candidats, ils pourront mettre en œuvre leur politique si et une fois qu'ils sont élus à la présidence de la République. Ils auront tout le temps de définir avec leur entourage, avec les ministres qui se seront choisis, la politique par rapport à Israël, le Moyen-Orient, l'énergie, etc. Pour le moment, leur finalité principale, c'est d'obtenir des voix. Alors, à propos d'Hamon, j'ai quand même noté un truc qui démontre ce raisonnement. Il y a quelques semaines à la télévision, il a dit par rapport à Israël, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus ici depuis Mettoula, que l'établissement d'un État palestinien était le meilleur moyen de s'assurer qu'Israël n'est pas attaqué par ses voisins. Alors ça, c'était très récemment pour expliquer son point de vue. Mais en 2014, le même Benoît Hamon disait presque la même chose, mais pas tout à fait. Il disait que le meilleur moyen de récupérer l'électorat des banlieues, c'était l'établissement d'un État palestinien. Voilà un petit peu ce que j'aimerais souligner dans les dynamiques, dans la stratégie des candidats qui se voient surtout au travers de ce qu'ils disent et pas dans ce qu'ils disent. Et puis en dernier mot, si vous permettez, sur Hamon très rapidement, il est quand même soutenu par Dieudonné et Alain Soral, qui sont vraisemblablement les pires antisémites de France et d'Europe. Et Valls l'a accusé d'avoir une approche trop accommodante avec l'islam radical, une opinion que je partage totalement. Ouais, pour les soutiens de Benoît Hamon avec Soral et Dieudonné, moi j'ai vu ça nulle part, Stéphane, mais bon, on analysera ça de notre côté, on vérifiera ces informations. Stéphane, on va passer plus au centre, on se dirige déjà un peu plus vers la droite avec Emmanuel Macron du mouvement En Marche. Alors lui, il s'est également exprimé sur le conflit israélo-palestinien, notamment sur Radio J à Paris, mais aussi sur Beurre FM. Alors il a été assez clair, lui, il veut clairement la création d'un État palestinien également pour la sécurité d'Israël. Comment le candidat Macron, il est perçu en Israël? On sait qu'il intrigue beaucoup dans le monde entier, aux États-Unis, en Belgique. Il est perçu comment en Israël? Alors, il est perçu comment? Mal. C'est pas qu'il est mal perçu qu'on l'aime pas, c'est qu'on a du mal à avoir des repères. Tout le monde a du mal à avoir des repères avec Macron. C'est un candidat qui se définit le candidat de la gauche, de la droite et du centre, donc il ratisse très large. C'était un camarade, il faut le dire, c'était un camarade
dans ces milieux de gauche très proches de Mélenchon et de Hamon. Ils étaient potes pour être précis et court. Alors, le fait de réclamer la solution à deux États, il y a beaucoup de gens qui le font même en Israël, c'est pas cela qui est important. Ce qui est important, c'est la manière de le faire. Alors Macron a déclaré qu'il serait, en tant que président, intraitable sur ce point. C'est-à-dire qu'il prône la politique d'ingérence. Il veut faire pression sur Israël, et c'est exactement ce qu'on n'aime pas du tout. Et puis, comme pour la plupart des candidats, si eux ne sont pas antisémites ni antisionistes, c'est leur entourage qui cause problème. Et son grand problème, c'est l'inexpérience. C'est l'inexpérience, et l'inexpérience attire les mouches. Et dans son cas, les mouches, ce sont les Chiraciens. Il n'est pas chiracien, il n'est pas de droite, il appartient pas aux républicains, mais il attire beaucoup de gens. À partir de Juppé, qui soutient l'homme de son parti Fillon du bout des lèvres, et puis surtout De Villepin. De Villepin, c'est le chiracien type, c'est le type qui reçoit son argent du Qatar, c'est le type qui a toujours détesté Israël. Peut-être lui un petit élément qui nous permettrait de dire que les Juifs sont pas forcément au plus haut échelon dans son cœur, et qui drague terriblement Macron, parce qu'ils savent que Macron, au niveau de la gestion politique et de la gestion de la politique internationale, n'a pas d'expérience, et il lorgne des gens comme Villepin très clairement sur Matignon, donc le poste de Premier ministre, et celui de ministre des Affaires étrangères, ce qui serait une catastrophe pour Israël, une vraie catastrophe pour Israël et les Israélites. Et donc, ce sont des gens, les Chiraciens, qui appartiennent à la droite traditionnelle, et puis qui seraient tout à fait prêts, ils l'ont dit, de se séparer, de s'éloigner de cette droite traditionnelle afin d'obtenir des portefeuilles. Et puis, pour terminer, peut-être si vous n'avez pas de questions sur le cas Macron, on rappellera peut-être que l'ancien président de la République, Jacques Chirac, depuis qu'il a quitté ses fonctions, vit dans un superbe appartement qui appartient à la famille Hariri, la famille de l'ex-premier ministre assassiné par les Syriens à Beyrouth. Donc il est totalement financé par eux. Ça rappelle le financement de Fillon. Et bien entendu, on n'imagine pas que des gens de ce courant chiracien adossés à Macron opterait pour une politique amicale par rapport à Israël. C'est le grand souci. Donc, un candidat très invertébré qui manque beaucoup d'expérience dans ces dossiers et qui attire les gens d'un peu partout. Puis il a besoin, notre ami Macron, il a besoin de ces Chiraciens, parce que on rappelle aux auditeurs qu'il y a maintenant l'élection présidentielle, mais dans quelques semaines, il y a les législatives. On peut pas gouverner un pays sans avoir une majorité à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, au Parlement. Et Macron n'a pas encore de parti, il a une sorte d'embryon d'organisation. Il faudra, s'il est élu, qu'il s'aménage en partie lors des législatives, et il peut pas construire tout depuis zéro. Donc, si les Chiraciens pouvaient lui apporter à peu près 10 ou 12 ou même 15% de députés à la nouvelle Assemblée générale, ça le sauverait, ça lui permettrait de gérer la France, de gouverner. Et c'est ce qui l'intéresse au plus haut point. Lui, il regarde pas forcément la politique internationale, il regarde la possibilité, puisqu'il est en tête dans les sondages, d'avoir la capacité de gouverner la France. Il a besoin de ces Chiraciens, et ça peut être un mariage très explosif concernant les intérêts de la France. D'abord, des Français, des Juifs français, et nous aussi, nous pensons à notre propre intérêt, qui est Israël, Jim. Israël, on va continuer d'en parler avec vous, Stéphane, avec notre prochain candidat. Il s'agit de François Fillon pour les Républicains. Vous nous parliez de la droite il y a un instant, avec certains certains élus qui ont rallié Emmanuel Macron. François Fillon a adressé hier un message aux Israéliens. C'était via Meir Habib. Il a diffusé une vidéo lors d'une soirée de soutien qui était organisée en Israël. Et là, François Fillon, il parlait moins d'ingérence. Il disait qu'il fallait régler le conflit israélo-palestinien, mais entre Israéliens et Palestiniens. J'imagine que ça, c'est des propos qui plaisent en Israël, Stéphane, du moins à une partie de la population. Bien sûr qu'ils plaisent, mais c'est toujours le même rapport.
celui qui se base sur ce que des gens disent au moment où ils sont candidats, où ils ont besoin de voix, et notamment des voix des Israélites, va vers son propre naufrage. On sait très bien, les analystes en Israël, mais pas seulement en Israël, en Belgique aussi et partout dans le monde, ils savent très bien qu'il faut pas accorder trop d'importance à ces déclarations. Ce qu'on peut dire de Fillon, c'est qu'il est pas anti-israélien. Il l'a jamais été. Il est pas chiracien. Il est de la branche très catholique, très traditionnaliste de la droite modérée. Ça nous inquiète un petit peu parce qu'on n'a pas forcément toujours les meilleurs rapports non plus avec ce courant-là. Ce qui est intéressant dans le cas Fillon, c'est que parmi tous ces candidats, c'est le seul qui ne soit pas révolutionnaire de gauche ou de droite. C'est le seul gestionnaire, Fillon. Et donc, on aurait avec Fillon la continuité, en fait, du sarkozysme, du hollandisme. Les gens ont des raisons d'espérer que ce serait mieux gouverné que sous Hollande. C'est pas le mec qui veut tout changer, qui veut tout chambouler, qui veut changer le mode de scrutin, qui veut dissoudre l'Assemblée nationale, qui veut passer à la 6e République. Non, c'est un gestionnaire. Maintenant, il y a deux questions qui se posent au niveau de sa capacité de gérer. La première, c'est est-ce que la France est encore en situation d'être gérée, notamment au niveau sécuritaire. On l'a vu cette nuit, c'est pas le dernier attentat que va subir la France. Elle s'en tire plutôt bien, malheureusement, pour ces policiers qui ont été tués ou blessés. Et puis au niveau économique, disons que la France est quand même mal en point avec une dette énorme. Et puis pour en terminer sur le cas Fillon, il y a quand même deux problèmes. Quand il n'était pas encore candidat et qu'il pensait ne pas être candidat, on lui doit deux remarques, une sur les Israélites et une sur les Israéliens. Il avait dit que la France avait dû recadrer la communauté juive parce qu'elle n'acceptait pas les règles de la République. Ça, c'est dans le passé, dans l'histoire. C'est bien entendu pas vrai. Il n'y a jamais eu de frottement entre les Israélites français et les règles de la République. On a été un peu surpris. Et surtout, c'est le genre de rabâchement, de redondance qui existe justement dans ce courant catholique traditionnaliste de la droite modérée. Ça nous a fait tiquer en Israël et aussi certains responsables politiques en Israël. Et puis à une autre occasion, toujours quand il n'était pas candidat, c'est pour ça que c'est plus important, on lui avait posé une question au sujet de BDS et du boycott d'Israël, et il avait dit que ces mesures, donc BDS et le boycott, n'étaient pas suffisantes pour faire changer d'opinion, changer d'orientation les gouvernements israéliens, et qu'en fait il faudrait beaucoup plus. Alors ça nous inquiète effectivement beaucoup ici en Israël. Il pourrait y revenir, mais on serait content d'avoir un Fillon d'abord gestionnaire qui ne changerait pas tout, notamment les relations qui vont plutôt bien entre Israël et la France. Donc quelqu'un qui serait gérable pour nous, et puis justement dans ce cadre-là, ici en Israël, on aime bien la stabilité, on aime surtout bien l'idée que les Chiraciens seraient peu présents dans un cabinet Fillon, Jim. Voilà Stéphane pour l'analyse de François Fillon, merci beaucoup. On va passer au dernier point et pas des moindres, il s'agit de Marine Le Pen. Stéphane, il ne faut pas se cacher, le CRIF appelle à ne pas voter Front National, à faire barrage contre les extrêmes, que ce soit à la gauche ou à la droite. Mais Stéphane, on a vu, il y a un reportage qui a été diffusé mercredi par Paris24 News. Une journaliste française s'est intéressée au vote juif vers le Front National. Stéphane, ce vote existe, il est difficilement quantifiable. Comment elle est perçue, Marine Le Pen, en Israël? On sait qu'elle a répondu à pas mal d'interviews. Il y a des élus FN qui avaient notamment été rencontrer des gens là-bas en Israël. Comment on regarde Marine Le Pen, sa personnalité aujourd'hui en Israël? Marine Le Pen, elle appartient à la catégorie plutôt contre les Juifs et plutôt pro-israélienne. On l'a pas entendu pendant toute la campagne dire la moindre chose opposée à Israël. Elle parle du droit d'Israël de se défendre. Elle est très pro-israélienne dans ses propos. Elle admire
l'efficacité sécuritaire d'Israël. Elle a des problèmes plutôt avec les Israélites. Elle aimerait qu'ils enlèvent leur kippa, surtout sur la voie publique. Elle a des problèmes avec l'abattage rituel, etc. Mais elle a réussi, dans le débat politique national français, à vulgariser, en fait, l'existence du FN. Aujourd'hui, s'asseoir pour un débat avec Marine Le Pen, c'est plus s'asseoir avec le diable. Elle a également mis beaucoup d'eau dans le vin du parti par rapport à ce que faisait son père. Alors, peut-être de manière encore plus marquée que pour les autres candidats, la problématique avec Marine Le Pen, c'est son entourage. Alors, on a des gens comme Philippot, et d'autres qui sont pro-israéliens et même très pro-israéliens. On n'a pas de problème avec eux. Et puis on a ces droites traditionnelles, très chrétiennes, très antisémites. On a les skinheads, c'est-à-dire que quand vous êtes de droite, que vous pouvez pas sentir les juifs, que vous pouvez pas sentir les migrants, et que vous pouvez pas sentir la gauche, vous appelez gauchiste, du matin au soir, eh bien l'endroit naturel où vous allez vous retrouver, c'est le Front National. C'est le Front National où il y a encore des membres qui font le salut nazi, qui s'expriment. Et le père Le Pen est toujours, lui, il est carrément antisémite. On va pas revenir sur les exemples de ce qu'il a pu dire, des horreurs qu'il a pu dire sur les camps de concentration et sur Israël. Un autre élément qui nous inquiète avec Marine Le Pen, c'est que la famille Le Pen s'est souvent ressourcée au niveau de ses moyens financiers chez Saddam Hussein. La famille a fait beaucoup de voyages là-bas. Saddam Hussein était un très grand ami de son père. Et on sait que Saddam Hussein et d'autres dictateurs arabes se sont payés des tranches des députés des parlements européens. C'est comme ça qu'ils faisaient avancer leur politique et c'est comme ça qu'ils se prémunisaient aussi contre de possibles interventions contre lui. On a vu que ça n'a pas marché à la fin, mais c'est ce qu'il essayait de faire. Donc des amis dangereux, une personnalité pas plus dangereuse qu'une autre, un parti extrêmement sulfureux, avec beaucoup de racisme à l'intérieur. Au niveau de la politique étrangère par rapport à Israël, il faut dire qu'une élection de Le Pen, ce serait pas la pire des choses qui pourrait arriver dans cette élection. Si on compare les extrêmes, Jim avec Mélenchon, ben je pense qu'Israël serait mieux avec Le Pen, mais c'est passé au tombé de Shari Ben Silla. C'est vraiment pas le rêve des gouvernements israéliens, des analystes de Methoula, Jim.